Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les interférences à deux ondes. Alors avant de compléter cette feuille de cours, je vous invite à regarder la vidéo que je mettrai en lien. C'est une vidéo faite par un de nos profs de physique qui s'intitule c'est les sciences physiques à Stella. Et donc il vous explique avec des animations des choses que moi je sais pas bien faire, qui explique bien. Donc vaut mieux regarder cette vidéo là avant de compléter ce cours. Ça vous permettra de beaucoup mieux comprendre. Alors qu'est-ce que c'est que des interférences? Eh bien des interférences, c'est quand on a deux ondes et qu'elles peuvent interagir l'une par rapport à l'autre. Alors cette interférence peut se traduire après par exemple si c'est de la lumière, et bien par quelque chose de sombre. Si deux ondes lumineuses interfèrent, elles peuvent être soit beaucoup plus brillantes, soit même complètement sombres. Et puis si c'est du son par exemple, et bien on peut avoir un maximum d'intensité, donc un son plus fort, ou alors peuvent interférer pour avoir tout simplement du silence. C'est le principe des casques anti-bruit ou des choses comme ça que l'on peut trouver dans le commerce. Alors, une première définition. Cette première définition ici, c'est quoi? C'est donc là, on appelle interférence la combinaison de deux ondes capables d'interagir. On dit que ces ondes interfèrent entre elles. Alors donc, pour qu'il y ait interférence, il y a deux conditions particulières. La première, c'est quoi? C'est que vos ondes doivent avoir absolument la même fréquence ou la même période, ou alors dans ce cas la même longueur d'onde. Et dans ce cas-là, on va parler de deux ondes qui sont synchrones entre elles. Alors, on va le noter. Donc ici c'est donc elles possèdent la même fréquence ou même longueur d'onde, même période. On dit qu'elles sont synchrones entre elles. Alors on va peut-être rappeler ce que c'est que la période. Alors ici vous voyez par exemple je vous ai mis deux ondes, donc une rouge et une verte. Donc ici si je gradue mon axe, si j'ai un axe ici qui va être gradué ici, si je mets le temps ici en secondes, eh bien la période, c'est la plus petite partie qui va se répéter, c'est celle-ci que j'ai faite ici avec une flèche. Donc vous voyez que de là, par exemple du minimum à ce minimum-là, eh bien ça va durer un certain temps, ce temps-là, c'est la période. Alors comment est-ce que je fais pour trouver la fréquence? F égale 1 sur t, et si je veux calculer la longueur d'onde, on avait vu précédemment comment faire pour la calculer. Donc pour que deux ondes puissent interférer, il faut qu'elles aient cette même période. Voilà. Sinon, en fait, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas d'interférence. Alors la deuxième condition, par contre, est un petit peu plus compliquée. En fait, il faut que les ondes soient ce qu'on appelle cohérentes. Alors cohérente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'elles gardent un déphasage constant. Alors, c'est pas à savoir, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez donc pour une onde sinusoïdale, une onde sinusoïdale, eh bien, elle va toujours avoir cette forme-là. Donc ça, le y de t, c'est si ici par exemple je suis sur mon axe des ordonnées ici, c'est le y. Eh bien, ce qu'on appelle l'élongation, ça sera une fonction sinusoïdale. Alors une fonction sinusoïdale, c'est quoi? C'est a, c'est-à-dire l'amplitude fois sinus de pi sur t plus phi. Alors on va détailler un petit peu ce que ça veut dire. Donc ce a ici, ça c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Donc l'amplitude c'est quoi? Eh bien si je prends la moitié, par exemple si je coupe en deux, eh bien l'amplitude ça sera cette grandeur là que j'aurai ici. Voilà, ça c'est mon amplitude que je vais avoir. T, c'est le temps, et puis grand T, ça c'est la période. Donc ça vous connaissez, ça je ne vais pas vous remarquer. Phi ici, eh bien ce phi, le phi qui se trouve là, ça c'est ce qu'on appelle la phase à l'origine. Ça c'est la phase à l'origine. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai marqué orige, c'est pas très beau, on va écrire un peu mieux quand même. Origine. Donc origine. Alors c'est quoi? En fait ça va dépendre justement de son origine. C'est-à-dire que si je prends un axe qui va être ici, ou un axe qui va être là par exemple, vertical, eh bien vous voyez que votre fonction va être carrément la même, sauf qu'elle va être décalée. Et donc la phase d'origine, alors je vais pas vous expliquer comment on fait pour le calculer, mais en fait, ça va justement, le fait de changer son origine va changer ce paramètre ici qui se trouve en phi. Donc ça c'est ce qu'on appelle la phase d'origine. Alors je vais enlever mes traits ici, on n'a pas besoin. Et donc ça c'est ça ici. Alors par contre, quand je vous ai dit qu'elles doivent avoir le même déphasage, eh bien il va y avoir un rapport. En fait ce déphasage là, ça va être par exemple si je prends ici, cette partie en rouge,
Et si je la compare avec cette partie ici en verte, eh bien on va s'apercevoir qu'elles sont décalées les unes par rapport aux autres. Elles sont décalées par un quoi? Par un delta t, c'est un décalage temporel ici, c'est un axe du temps. Donc ici vous voyez bien entre les deux, j'ai un décalage temporel. Eh bien ce décalage temporel va se traduire aussi par un décalage de phase. Ça s'appelle pas un décalage de phase, ça s'appelle un déphasage. Et ce déphasage, alors c'est pas à connaître, c'est pas à noter, on va le noter dans ce cas-là delta phi. Et comment est-ce que je vais faire pour le calculer? Eh bien je vais le calculer en faisant 2pi t sur grand T. Et donc ce déphasage delta phi ici, eh bien pour que les ondes soient cohérentes, il doit être constant. C'est-à-dire que c'est pas égal à 0 ou etc. Ça doit être toujours le même. Donc en gros, vos deux ondes doivent toujours avoir le même décalage entre elles. Et dans ce cas-là, on va dire que les ondes seront cohérentes entre elles. Voilà. Alors on va pouvoir noter. Donc si le retard delta t, je vais effacer ça. Pardon. Donc si le retard delta t de l'une par rapport à l'autre ne varie pas au cours de temps, elle garde alors un déphasage qu'on va noter donc delta phi, marqué ici, constant. Voilà. Et ça veut dire que justement, eh bien, vous allez pouvoir avoir interférence si vous avez ces deux conditions qui sont remplies. Il faut qu'elles soient synchrones, donc même période, et par contre le décalage entre les deux doit être constant forcément. Alors, quand on a répondu à ces conditions-là, quels vont être maintenant eh bien, les types d'interférences que l'on peut avoir? Alors, soit les ondes vont s'additionner, soit les ondes vont s'annuler. Alors, on a deux cas, ce sont ces deux cas qui se trouvent ici. Donc, imaginons qu'ici, j'ai deux ondes. Alors ici, ça se voit pas très bien, je vais peut-être zoomer un peu plus. Donc, j'ai une rouge et une bleue. Regardez bien ici, ce sont exactement la même. Elles ont leur même maximum au même endroit et leur même minimum au même endroit. Et bien, dans ce cas-là, on va dire qu'elles sont en phase. C'est-à-dire qu'elles vont exactement justement avoir la même phase à l'origine. Donc si elles ont le même phase à l'origine, je vais additionner les deux. Si ici j'ai un carreau plus un carreau, ça va vous donner deux carreaux. Donc dans ce cas-là, eh bien votre amplitude sera doublée si vous avez ici deux ondes en phase, et donc on va avoir ce qu'on appelle une interférence constructive, ça veut dire qu'on va construire une onde qui va être beaucoup plus forte que le reste. Alors, on va pouvoir noter ici, donc petit 2, interférence constructive et destructive, soit deux sources ponctuelles d'une source d'une onde mécanique, on va rester pour les ondes mécaniques, S1 et S2 cohérentes. En un point M donné, les interférences sont donc constructives quand les vibrations, on va noter constructives, quand les vibrations M issues de ces deux points sont en phase. L'amplitude en M est alors, dans ce cas-là, la somme des amplitudes des deux ondes. Est alors la somme des amplitudes des deux ondes. Donc c'est le cas 1, c'est celui que j'ai fait ici. Le deuxième cas, regardez bien, eh bien la bleue et la rouge, eh bien sont ce qu'on appelle en opposition de phase. C'est-à-dire quand il y en a une qui a un maximum, eh bien l'autre a un minimum. Eh bien quand je fais la somme des deux, la somme algébrique dans ce cas-là, eh bien ça va vous faire 2 moins 2, ça va vous donner des zéros. Ça veut dire que l'amplitude résultante ici, quand je vais faire la somme, je fais toujours la somme, eh bien ici je vais obtenir 0. Et dans ce cas-là, les ondes vont s'annuler, ce qui va se traduire, si c'est du son, ça va se traduire par du silence. Si c'est ça de la lumière, ça va se traduire par l'obscurité. Donc ici, le deuxième cas, ce sont les interférences qu'on va appeler destructives. Donc quand les vibrations M ici de ces deux points sont en opposition de phase, donc en opposition de phase, donc dans ce cas-là, la vibration M est alors nulle si les deux ondes ont la même amplitude, évidemment. Ce sera toujours le cas pour nous. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour caractériser ces interférences? Alors, pour savoir s'il y a des interférences qui sont constructives ou destructives, alors dans la vidéo c'est bien expliqué, en fait, il va falloir qu'on essaie de calculer ce qu'on appelle la différence de marche, c'est-à-dire la différence de chemin parcouru. Et donc, si l'onde ici, S1 va parcourir une certaine distance, la source S2 va parcourir une autre distance, eh bien la différence de chemin parcouru, c'est bien cette valeur ici que l'on va noter delta. Donc on va noter delta minuscule, et c'est ce que l'on va appeler nous la différence de marche. Alors cette différence de marche, eh bien si je reprends mon schéma ici, c'est bien cette partie-là, donc S2M, moins S1M ici, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire pour la calculer. Donc on va noter que delta est égal à S2M moins
S1M. Voilà, donc ça c'est la formule pour calculer cette différence de marche. Alors, dans la vidéo que j'ai présentée, on explique bien que globalement, eh bien, si je veux avoir des interférences constructives, eh bien, il faut que sur ma figure d'interférence, les deux ondes doivent arriver en phase au point M. Et dans ce cas-là, pour avoir quelque chose qui arrive en M, eh bien, il faudra que, en fait, cette différence de marche soit égale à un nombre entier de longueurs d'onde. Donc, pour les interférences constructives, donc, delta va être forcément égal à un nombre entier de longueurs d'onde. Donc, on va dire que delta va être égal à k fois lambda, la longueur d'onde, avec k qui appartient donc à z. L'ensemble Z, c'est-à-dire alors moins 1, moins 2, moins 3 et 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va être un nombre entier. Si j'ai des interférences destructives, eh bien mes deux ondes cette fois-ci vont arriver en opposition de phase et la différence de marche ce sera forcément un nombre impair de demi-longueur d'onde. Donc ça veut dire que delta, ce petit delta, sera égal à un nombre impair, c'est-à-dire 2k plus 1 de demi-longueur d'onde, c'est-à-dire fois lambda sur 2. Parfois on peut le marquer autrement. Si je développe par lambda sur 2, ça va vous donner donc, ou par un demi, en fait on peut noter donc c'est k plus 1 demi fois lambda ici, avec toujours k qui va qui va appartenir à l'ensemble Z. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut retenir. Donc pour la condition pour les interférences constructives, delta égale k fois lambda, et pour les interférences destructives, delta égale 2k plus 1 fois lambda sur 2. Alors, on va faire un exemple pour comprendre comment faire pour le déterminer. Donc l'exemple qui se trouve ici, voilà, il est là. Donc on vous dit donc que dans une cuve à ondes, dispositif utilisé en laboratoire pour viser les ondes à la surface de l'eau, deux pointes S1 et S2 frappent l'eau de manière synchrone, c'est-à-dire simultanément, et créent ainsi des ondes de longueur d'onde lambda égale 10 mm. Alors on considère un point M1 situé à une distance d1 égale 1,5 cm de S1 et à D2 égale 2,5 cm de S2. Va-t-on observer des interférences constructives ou destructive. Alors le mieux ici, c'est de commencer par faire un petit schéma. Alors, voici le schéma fait. Donc ici, j'ai ma source S1 qui va taper. Ici, j'ai une source synchrone ici qui va taper. Et je me place en un point, on va dire M ici. Alors, il y a deux cas, donc il y a M1 et M2, donc je vais mettre juste M pour l'instant. Donc il y en a un qui se trouve à D1 et l'autre qui se trouve à D2. Donc en fait, ici, pour savoir si c'est des interférences constructives ou destructives, il va falloir que l'on calcule la différence de marche. Alors la différence de marche, delta, c'était donc égal à D2 moins D1. Donc si je passe à l'application numérique, ça va vous donner donc 2,5 cm moins 1,5 cm, ce qui vous donne 1 cm. Alors on remarque ici que delta c'est égal 1 cm, c'est la longueur d'onde, c'est 10 mm, c'est la même chose. Donc ça vous donne que j'ai 1 fois la longueur d'onde. Et donc ici 1 c'est un nombre entier, ça veut dire que ici donc vous allez avoir des interférences constructives. Donc ici on reconnaît égal à k fois lambda, k appartient à z, et donc conséquence on a des interférences constructives. Alors deuxième question, j'aurais peut-être dû marquer petit 1 ici, petit 1, petit 2 ici. Alors petit 2 ici, c'est la même chose. Alors ici je vais calculer ma deuxième différence de marche. Delta prime c'est donc égal à D2' moins D1'. Donc ici, quand on fait le calcul, c'est pas très dur puisqu'on fait 2,5 moins 1, ça vous donne 1,5 cm. Alors cette fois-ci, on s'aperçoit que c'est égal à... Alors 1,5 cm c'est quoi? C'est 1 plus 0,5 fois la longueur d'onde. Donc on retrouve bien l'expression que l'on avait avant, c'est-à-dire k plus 1 demi fois lambda. Donc conséquence ici, on aura des interférences destructives. Voilà.
Donc évidemment ici, ça veut dire que dans le premier cas, l'amplitude des ondes sera maximale, et ici elle sera minimale, forcément, à cet endroit-là. Dernier point que l'on va voir, c'est un cas particulier, c'est une expérience historique qui est très très utilisée en physique, c'est ce qu'on appelle le cas des interférences lumineuses et des fentes de Young. Alors les fentes de Young, elle est très importante historiquement. Pourquoi? Parce que Thomas Young, grâce à cette expérience-là, a montré que la lumière pouvait être de nature ondulatoire. Parce que ce phénomène d'interférence ne peut se produire qu'avec des ondes. Et donc si on connaît ces ondes, enfin si on arrive à prouver qu'un phénomène est de nature, enfin si on observe des interférences, on pourra que le phénomène est de nature ondulatoire. Et donc ça a été le cas pour la lumière. Pour la lumière, on a eu un débat pendant très longtemps pour savoir si c'était des particules, selon la théorie de Newton. Et puis donc suivant la théorie de Huygens, comme quoi la lumière était de nature ondulatoire. Et donc grâce aux interférences lumineuses, on a prouvé que la lumière était de nature ondulatoire. Alors on prouvera après par la suite que finalement elle était aussi de nature particulière, et en fait on verra bien plus tard qu'en fait la lumière, c'est le mélange des deux, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-particule. Alors qu'est-ce que l'on fait pour ces fentes Young? On appelle ça aussi des fois une bifente, parce qu'il y a deux fentes. Donc ici on prend un laser et puis on va éclairer non pas une fente mais deux fentes justement, proches l'une de l'autre, donc elles sont séparées par une distance petit b, et puis donc en face on va placer à une distance d un écran, et donc on va observer une figure d'interférence. Alors ça c'était bien marqué aussi dans la vidéo, donc en fait au départ on a une sorte de tâche de diffraction, non c'est pas une sorte, c'est une tâche de diffraction, donc avec la grande tâche centrale et tâches sur les côtés, mais en même temps, vous allez observer des raies sombres, en plein milieu de cette grande tâche. Alors, en fait, ici, donc on a d'abord la diffraction qui va apparaître, et puis ensuite vous avez les interférences qui vont venir se mêler à cet endroit. Ça permet de connaître par exemple la taille entre les deux choses. Enfin voilà, on peut calculer plein de choses après ce genre de choses, ça va dépendre des exercices que l'on va faire. Alors je vous mets ici donc le dispositif de la bifente Young éclairé par un faisceau laser produit sur un écran, donc une figure d'interférence qui a la forme d'une suite de taches brillantes régulièrement espacées par des taches sombres. Et donc nous on va essayer de comprendre ce que c'est que la distance entre soit deux taches sombres brillantes ou soit deux taches sombres. C'est ce que nous on va appeler donc l'interfrange, et on va la noter petit i. Donc on va noter donc l'interfrange. Donc l'interfrange petit i. Alors ça doit pas bien, c'est un A pas bien fait. Voilà. Donc l'interfrange petit i. Donc comment est-ce qu'on fait pour le calculer? Je vais pas vous redémontrer cette formule. De toute façon, la plupart du temps, elle sera donnée. Je dis c'est pas à connaître. Donc i égale lambda d sur petit b. Donc petit b étant la largeur ici, enfin la distance entre les deux fentes. Alors petit point quand même, parce que quand on fait ça, si on fait ce calcul-là, on va pas juste mesurer un seul interfrange ici, on va en mesurer plusieurs. Donc par exemple ici on peut en mesurer 10, et donc après on pourra diviser par 10 pour avoir véritablement un interfrange. Ça permet d'avoir, on va dire, une meilleure précision sur la mesure quand on va faire ce genre d'expérience. Voilà, j'en ai terminé avec cette partie-là. Je vous dis à bientôt et au revoir.